Bonjour à tous mes voisins et voisines du monde mondial, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de l'esprit communautaire dans la séparation des biens. Autrement dit, nous allons parler des biens communs dans le régime de la séparation des biens. Vous le savez, nous avons dit en droit gabonais, donc en droit civil gabonais, lorsque les époux décident de se marier, ils ont le choix entre la communauté des biens, la séparation des biens et à côté, il y a le contrat de mariage. Donc, pour notre minute du droit de ce soir, nous ne parlerons uniquement que de la séparation des biens et particulièrement des biens communs qui peuvent être acquis dans ce régime. Donc, la séparation des biens est un régime dans lequel chacun des époux conserve la propriété, la gestion et la disposition de ses biens. Aussi bien avant le mariage et pendant le mariage. Le régime de la séparation des biens, c'est un régime généralement qui est laissé au choix des époux, notamment lorsque les époux optent pour la polygamie, non, pour le régime de la monogamie. Ils ont le choix entre la communauté des biens et la séparation des biens. Donc, la loi leur laisse le choix. Lorsque les époux optent pour la polygamie, il n'y a pas de choix à faire. La loi impose aux époux le régime de la séparation des biens. Troisième cas, lorsque les époux ont par exemple au départ choisi la communauté des biens et que en cours de mariage, en cours de vie, pendant le mariage, les intérêts de la famille sont menacés ou les intérêts de l'un des conjoints sont menacés, les époux peuvent ou l'un des époux peut demander le changement de régime matrimonial. Donc, la caractéristique ou sinon les caractéristiques du régime de la séparation des biens, d'une part, nous avons, on va dire quoi, l'absence de masse commune, parce que nous avons dit, comme son nom l'indique, la séparation des biens. Quand c'est séparé, chacun des époux conserve ses biens. Aussi bien les biens, aussi bien ceux acquis avant le mariage et ceux acquis pendant le mariage. Chacun des époux reste propriétaire de sa chose, de ses biens. C'est ça, on dit chacun pour soi. Donc chacun dans son chacun s'occupe de ses biens, chacun garde la propriété de ses biens. Chacun gère ses biens. Chacun dispose de ses biens comme il entend, comme il veut, sans la permission de l'autre. C'est ça la séparation des biens. À côté, nous avons aussi ce qu'on appelle le passif. Le passif dans la séparation des biens, sauf que dans ce passif, nous dit l'article 668 alinéa 2 du Code civil de la République gabonaise, chacun des époux reste seul tenu des dettes nées en sa personne avant et pendant le mariage. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Si dans l'origine de la séparation des biens, chacun des époux, on a dit il n'y a pas de masse commune, chacun garde ses biens, chacun conserve la propriété de ses biens, chacun garde la jouissance de ses biens, la disposition, donc chacun est propriétaire de sa chose. Ça veut dire que on est aussi responsable, on est aussi tenu des dettes personnelles. Donc, l'autre époux n'est pas responsable de ta dette. Donc, dans la séparation des biens, chacun va payer ses dettes. Si tu vas prendre la dette là-bas, même si tu deviens insolvable, tu n'as plus les moyens et que ton mari c'est Bill Gates, il n'est pas obligé de payer tes dettes. D'ailleurs, il va même payer ça pourquoi? Donc, il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé. C'est ça la séparation des biens. Chacun reste tenu des dettes nées
avant le mariage et des dettes nées pendant le mariage. Séparation, là, c'est dans tout, en tout et pour tout. Alors, qu'est-ce qui nous amène maintenant ce soir à parler de la séparation des biens? On a dit dans la séparation des biens, c'est vraiment chacun pour soi, non? Donc, chacun dans son chacun. Sauf que, il arrive que, malgré le fait que les époux aient choisi la séparation des biens, nous allons avoir les biens communs. C'est la raison pour laquelle j'ai commencé en disant nous allons parler de l'esprit communautaire dans la séparation des biens. Donc, prenons des exemples. Exemple, je pense d'ailleurs que c'est l'exemple le plus connu de tous. Les époux, bien que mariés sur le régime de la séparation des biens, décident d'acheter un terrain ensemble. Donc, les époux achètent le terrain ensemble. Le terrain coûte 2 millions. L'homme donne 1,5 million. La femme donne 500 000. Les époux achètent ensemble. Bien commun. Ça, c'est un bien commun. Les époux ont acquis ce bien-là ensemble. Surtout sur l'acte de propriété ou le titre d'achat, tout ce que vous voulez. Il y a le nom des deux époux. Donc, les époux ont la propriété commune. Ils sont copropriétaires de ce bien. Alors qu'ils sont mariés sous le régime de la séparation de biens. Donc, on a déjà un bien commun. Ensuite, les époux décident ensemble d'investir sur ce terrain. Donc, ensemble, ils vont dépenser, ils vont donner l'argent pour la construction des biens immobiliers sur ce terrain. Les maisons là, on dit que ce sont des biens communs aux époux. Rappelons-le, ils sont mariés sous le régime de la séparation des biens. Autre exemple, les époux achètent une voiture qu'ils vont transformer en taxi. Donc, sur les papiers d'achat, on met le nom des deux époux. Donc, c'est un bien commun aux époux. Les époux, bien que mariés sous le régime de la séparation des biens, décident d'ouvrir un compte bancaire avec leurs deux noms. Dans ce compte bancaire, ils peuvent décider soit, par exemple, de mettre les fonds qui proviennent, par exemple, de leur taxi, d'une voiture transformée en taxi. Ils peuvent décider, après avoir acheté le terrain, construit des studios, donc les revenus là, les loyers, de mettre dans ce compte commun. Les époux peuvent décider à la fin du mois que chacun va mettre une somme, soit par exemple 100 000, 200 000, ou le conjoint qui a les moyens plus élevés peut mettre plus. Donc, ils vont alimenter le compte. Donc, le compte bancaire commun aux époux qui a les deux noms ouverts au nom des deux époux, c'est l'argent qui est là-bas. C'est l'argent commun aux époux. Ça veut dire que même si Tantine Bibalou met 50 000 par mois et que tonton Bill Gates met 1 million par mois, ça, ce n'est plus notre affaire, c'est un compte commun. Donc, l'argent là, à la fin du mois, tonton Bill Gates a mis 1 million, Tantine Bibalou a mis 50 000, ça fait 1 million 50 000. La loi dit, l'argent là, c'est commun aux époux. Donc, ça devient un bien commun. À quel moment naît le problème? Le problème naît au moment où chacun dit c'est moi le propriétaire. En réalité, comme c'est un bien, comme ce sont des biens, disons-le comme ça, comme ce sont des biens acquis ensemble par les époux, ce sont des biens communs. Mais il arrive qu'en cours d'union ou au moment de la séparation, chacun se lève et dit « Hey, le bien m'appartient. Attends, le terrain a coûté 400 000. Moi, j'ai donné 350 000. Toi, tu as donné 50 000. Tu ne peux pas être propriétaire du terrain. Le terrain m'appartient. » Alors que sur la propriété, quand ils sont allés acheter là-bas, là, ils sont allés voir le chef du quartier. On a fait le papier. On a mis le nom des époux. Tonton Bill Gates et Tantine Bibalou, les deux noms figurent. Maintenant, tonton Bill Gates vient nous dire « Oh non, c'est moi qui avais donné 350 000. Il a donné 50 000. Oh, c'est moi le propriétaire. » Donc, chacun des époux, maintenant, revendique la propriété du bien. Maintenant, comment résoudre l'affaire? Comment résoudre l'affaire lorsque deux personnes mariées
sous le régime de la séparation des biens, revendiquent chacune l'exclusivité de la propriété, ou lorsque chacun prétend être propriétaire exclusif du bien. Que dit la loi à ce sujet? Comment traiter ce problème? Donc là, nous allons lire un article du Code civil de la République gabonaise, s'il vous plaît. Il s'agit de l'article 370. Donc, l'article 370, alinéa dernier, dispose que les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir individuellement à chacun pour moitié. Donc, le Code civil nous dit, lorsque il y a des biens communs dans la séparation, le régime de la séparation des biens, et qu'aucun des époux ne peut prouver qu'il est l'unique propriétaire du bien, le Code civil dit, ce bien appartient pour moitié à chacun des époux. Donc, cette télécommande-là, si le voisin dit que c'est pour lui, moi-même, j'ai dit aussi c'est pour moi. Le Code civil, article 370, alinéa dernier dit, comme on n'arrive pas à savoir qui est propriétaire, on va couper court cette télécommande-là. Au milieu, là, une partie c'est pour moi, l'autre partie c'est pour le voisin. Ça, en droit, on appelle ça la présomption d'indivision. Ça veut dire que ce bien, c'est un bien indivis. Il appartient aux deux époux. Parce que il y a des époux, lorsqu'ils ont acquis un bien, ensemble, c'est ce qui est généralement le cas, ensemble, et que l'un contribue, ou bien la participation financière de l'un des conjoints, notamment l'homme, parce que ce sont eux qui donnent souvent beaucoup d'argent. Donc, leur participation financière est plus élevée que celle de la femme. Pense que, parce qu'ils auraient donné une participation plus élevée, ils ont la propriété exclusive du bien. En oubliant qu'en achetant ce bien-là, lorsqu'ils ont acquis ce bien-là, sur l'acte de propriété ou sur l'acte d'achat, on a mis les époux Badinga. Les époux Obiang. Les époux Moussavu. Les époux Mungengi. On n'a pas mis Monsieur Mungengi, on a mis les époux. Donc ça veut dire tant que vous n'êtes pas séparés, le bien vous appartient. Enfin, c'est un bien individuel, donc il vous appartient à vous deux. Donc, l'article, revenons sur cet article. Donc, l'article 370, alinéa dernier, pose ce qu'on appelle la présomption d'indivision. En français facile, si on n'arrive pas, si aucun des époux n'arrive à apporter la preuve que le bien lui appartient, le Code civil dit on va couper court, le bien appartient aux deux personnes, donc au conjoint. Si c'est la voiture, on va couper court, vendez la voiture. On vend la voiture à 2 millions, 1 million, on donne à tonton Bill Gates, 1 million de la tantine Bibalou, au suivant, on avance. Si c'est la maison, si ce sont les maisons, s'il y a 2 maisons, on va couper court. Une maison pour tonton Bill Gates, une maison pour tantine Bibalou, on avance. Si c'est une maison et qui n'arrive pas à s'entendre, on va couper court. On vend la maison, ça fait combien? 10 millions. Il n'y a pas de souci. On enlève les frais des notaires, tout ce qui va avec. Ce qui reste là, on divise en deux. Une part à tonton Bill Gates, une part à tantine Bibalou, on avance. C'est aussi simple que ça. Toutefois, nous dit l'alinéa premier de l'article 370, cette présomption d'indivision n'est pas sans contestation. Oui, parce que cette présomption d'indivision peut être renversée par la preuve contraire.
c'est la substance de l'article 1er, de l'alinéa 1er de l'article 370 que nous allons lire ensemble. Cet alinéa dispose: tant à l'égard de son conjoint que des tiers, un époux peut prouver par tout moyen qu'il a la propriété exclusive d'un bien. Donc, cet alinéa nous dit que, au départ, on a vu l'alinéa, je crois que c'est le 4e. Attendez, 1, 2, 3, 4. Donc, le 4e alinéa qui pose une présomption d'indivision disant que quand les époux n'arrivent, aucun des époux n'arrive à prouver qu'il est l'unique propriétaire du bien, le bien appartient aux deux époux à faire classer. Mais l'alinéa 1er nous dit toutefois, si l'un des conjoints estime qu'il est le propriétaire, à ce moment-là, excusez-moi, si l'un des conjoints estime qu'il est le propriétaire du bien, de la chose, à ce moment-là, il peut apporter la preuve. Et cette preuve-là se fait par tout moyen, sachant que généralement en droit, la propriété d'un bien se prouve par un acte, un titre de propriété. Donc, par exemple, une preuve d'achat. Tu dis que la voiture t'appartient. Amène une facture. Tu as acheté ça à Toyota, je sais pas moi, à BMW, je sais pas où tu allais prendre ça. Amène une facture. Voilà, j'ai acheté, on va voir ton nom et tout et tout. Ensuite, tu allais faire des papiers, la carte grise, tout ce qui va avec. On voit que c'est toi le propriétaire. Donc, la propriété d'un bien se prouve par un titre de propriété ou qu'on se tient par un acte d'achat. Mais ici, le législateur vous dit, pour renverser la présomption d'indivision, la preuve se fait par tout moyen. Donc, tu n'es même pas obligé seulement de nous apporter un acte de propriété ou un titre d'achat. Tu peux m'aller prendre ton grand-père qui est au village, qui était, quand vous avez acheté le terrain, qui a assisté. S'il est le seul témoin qui peut témoigner que le terrain t'appartient, tu prends ta voiture à la gare routière, tu vas à Bitam là. Là-bas, tu vas soulever le papa là. Il vient témoigner que oui, effectivement, le terrain là appartient à mon neveu. Hein? Si c'est ta tantine, la dernière tantine qui te reste, qui est installée à Mayumba, ça fait 20 ans qu'il vit à Mayumba, mais c'est la seule qui peut venir témoigner que la voiture là a été achetée par sa nièce. Tu prends la voiture à la gare, tu vas à Mayumba, prendre la tantine, tu l'amènes à Libreville au tribunal, elle va être témoigne. Donc là, on dit la preuve se fait par tout ce qui peut constituer un moyen de preuve. Donc ici, cet article-là est souple. Donc il permet à l'un des conjoints, à celui des conjoints qui se revendique être l'unique propriétaire du bien ou de la chose, d'apporter les preuves par tout moyen. Donc, sur ce point, vous avez compris que dans le régime de la séparation des biens, bien que chacun des époux conserve la propriété, la jouissance et la disposition de ses biens, tant les biens acquis avant le mariage et que les biens acquis pendant le mariage, il n'en demeure pas moins qu'on peut avoir des biens communs dans le régime de la séparation des biens, et généralement le problème se pose lorsque l'un des conjoints revendique la propriété exclusive du bien. Le législateur nous dit dans ce cas, il lui appartient de prouver qu'il est l'unique propriétaire, et cette preuve se fait par tout moyen. Dans la mesure où il ne parvient pas à démontrer qu'il est l'unique propriétaire de la chose du bien, dans ce cas, l'article 370, alinéa 4 dit « Ce bien appartient aux deux époux ». C'est ça on appelle la présomption d'indivision. Maintenant, nous allons passer à un cas particulier. Donc, je vais prendre 2 exemples. Nous sommes toujours dans la séparation des biens. Et là, nous allons atterrir sur
ce qui pose beaucoup de problèmes. La construction sur un terrain dont vous n'avez pas la propriété. Donc, les époux se sont mariés. Les époux ont opté pour la séparation des biens. Jusqu'à là, tout va bien. Et pendant le mariage, les époux décident ils veulent avoir une maison familiale. Donc, les époux décident maintenant de construire la maison. Et c'est comme ça que le monsieur dit à la femme, donc tonton Bill Gates dit à tantine Bibalou, mais au lieu qu'on achète encore un autre terrain ensemble, mais moi j'avais déjà mon terrain que j'ai acheté, j'ai un terrain depuis, tu sais, moi j'ai le terrain depuis, donc allons-y directement construire sur ce terrain. Donc, ils vont construire sur le terrain. La question qui se pose est de savoir, ne nous éloignons pas, retenez ceci. On a dit, tonton Bill Gates avait son terrain avant le mariage. Donc, c'est son bien personnel. Ils se marient, ils ont opté pour la séparation des biens. Donc, ce bien-là reste son bien personnel. Pendant le mariage, les époux décident de construire sur cet énorme. Tonton Bill Gates convainc tantine Bibalou qu'au lieu qu'on achète encore un nouveau terrain, j'ai un terrain qui chôme là-bas vers Ntoum, allons construire dessus. Donc, ils vont aller construire. Question. La maison que les époux sont allés construire là, sur ce terrain-là, la maison appartient à qui? Chaque fois, je vous le répète, premier élément de réponse, qui construit sur le terrain d'autrui, construit pour autrui. En droit, il y a ce qu'on appelle le droit d'accession. Ça veut dire que voici le terrain. Je suis le propriétaire de ce terrain. Ça, c'est mon terrain. Je l'ai acheté, j'ai le titre de propriété. Maintenant, il y a un tonton du quartier qui est venu m'épouser. Le tonton du quartier décide, on va construire sur ce terrain. Les amis, nous sommes en séparation des biens. Donc, on va construire ensemble l'immeuble sur ce terrain. Vous voyez? Question. L'immeuble, la maison appartient à qui? Nous allons lire le Code civil. J'ai déjà répondu à cette question plusieurs fois et je vais répondre. Et je vais encore répondre. Donc, nous avons dit pour résoudre ce problème, mesdames et messieurs, on va se référer à ce qu'on appelle le droit d'accession. Donc, à cet effet, l'article 551 du Code civil ancien dispose que tout ce qui s'unit au sol s'incorpore. Attendez, je reprends. Donc, cet article dispose tout ce qui s'unit et s'incorpore à la chose appartient au propriétaire. Donc, l'article 551 du Code civil ancien nous dit que tout ce qui s'unit au sol et s'incorpore au sol, tout ça là, ça appartient au propriétaire. Donc, tu veux faire les plantations sur mon terrain. Tu viens créer une fosse septique sur mon terrain. Tu viens construire une maison sur mon terrain. Même si toi et moi nous sommes mariés, une fois que la maison là est déposée sur mon terrain, voisin, je suis l'unique propriétaire de la maison. C'est ce que ça nous dit ici. Ensuite, nous avons l'article qui est même plus clair. C'est l'article 552 du Code civil ancien qui dispose la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. Donc, je vais reprendre. La propriété du sol. La propriété du sol. Voilà le sol ici. Le sol. La propriété du sol. Donc, voilà le sol, voilà le terrain. Donc, cet article nous dit la propriété du sol
emporte la propriété du dessus. Donc, la propriété du sol emporte la propriété du dessus. Donc, ce que tu mets sur mon terrain, la maison que tu viens construire sur mon terrain, donc, la propriété du sol emporte sur cette propriété. Ça veut dire que ce que tu viens construire sur mon terrain là, je suis aussi propriétaire de ça. Et l'article ajoute, elle emporte aussi sur la propriété du dessous. Donc, si tu viens planter les choses, tu viens creuser la fosse septique. La fosse septique là aussi m'appartient. Donc, si on retrouve, je suis propriétaire du sol par exemple, si on retrouve l'or, le manganèse, le pétrole, l'uranium, en réalité, comme je suis propriétaire de ce sol-là, je suis aussi propriétaire de ce qu'on retrouve en dessous. Mais affaire de or, uranium, manganèse, pétrole, pardon, faut laisser. Si tu trouves, l'État viendra dire c'est pour lui. C'est un article du code minier dont j'ai oublié. On reviendra sur ça plus tard. Qui dit que les choses là, quand on trouve ça, faut laisser. L'État vient revendiquer. Mais retenez que quand on a un bien, donc tout ce qui s'incorpore à ce terrain-là, que ça soit sur le terrain ou en dessous, tout appartient au propriétaire. Donc, ça c'est un fait. Donc, pour revenir à notre exemple ici, on disait que lorsque, dans le mariage, un des époux avait déjà son terrain et il convainc, donc tonton Bill Gates convainc tantine Bibalou de construire la maison familiale sur ce terrain-là, bien qu'il appelle sa maison familiale, en réalité, ce bien-là appartient à tonton Bill Gates parce que c'est lui le propriétaire du terrain. Donc, il est propriétaire aussi de la maison. Donc, ça, c'est le premier cas. Donc, ici, qu'est-ce qui va se passer? Parce que il y a aussi le cas où c'est la femme qui a le terrain et l'homme va construire, c'est-à-dire la femme a le terrain et le monsieur va tellement investir sur ce terrain. Et parfois, lorsque on dépense beaucoup, on pense que parce qu'on a beaucoup dépensé, on devient propriétaire de la chose. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Même si mon terrain, c'est pas un grand terrain, mais que le voisin vient construire des jolis studios, il met à peu près 4 studios, il a beaucoup investi. Ce n'est pas parce qu'il a beaucoup investi, il a tellement dépensé que son investissement ou les dépenses effectuées font de lui le propriétaire des maisons. Non, il a dépensé, c'est vrai. Mais je suis le propriétaire de ces maisons parce que la propriété du sol, nous disait l'article 552 du Code civil ancien, emporte sous la propriété du dessus. Donc, si le voisin réclame la propriété, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut demander à être dédommagé. Eh oui! Parce que quelqu'un vient investir sur votre terrain, après vous vous séparez, mais il ne peut pas tout perdre. Donc, s'il ne peut pas avoir la propriété de maison, il peut demander à être dédommagé. Donc, toutes ces règles-là sont prévues par le Code civil. À côté, nous avons un autre exemple. C'est lorsque, faites attention les mariés, faites très 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 attention. Vous achetez un bien ensemble. Donc, les époux achètent le bien ensemble. Pardonnez. Ouvrez bien les oreilles, les époux. Ouvrez bien les oreilles. Surtout vous les tontons. Parce que vous commettez beaucoup d'erreurs et après vous regrettez. Pourquoi je parle des tontons? Parce que lorsque vous achetez un bien ensemble, revenons parce que c'est cette affaire de terrain-là qui cause beaucoup de problèmes. Il y a les terrains et l'achat des voitures. Et aussi, on appelle ça comment les fonds de commerce. Lorsque tu veux aider ta femme à faire un business, donc tu achètes le fonds de commerce. Lorsque vous achetez un terrain ensemble, le terrain coûte 5 millions. Écoutez bien les tontons. Le terrain coûte 5 millions.
Dans les 5 millions, Tantine Bibalou donne seulement 500 000. Donc, elle participe à hauteur de 500 000. Tonton Bill Gates participe à hauteur de 4 millions 5. Lorsqu'on va faire les papiers, les documents du terrain, déjà sur le lac d'achat, quand on donne l'argent, on met le nom de Tantine Bibalou. On ne met pas les époux Bill Gates. On met Tantine Bibalou. Lorsqu'on fait les papiers du terrain, donc le titre foncier, l'acquisition foncière, on met le nom de Tantine Bibalou. Après, tonton Bill Gates vient revendiquer le terrain. Il dit non, parce que ce terrain-là avait coûté 5 millions. Moi, j'ai donné 4 millions 5. Madame a donné 500 000. Donc, le bien m'appartient. Tonton, le bien ne vous appartient pas, s'il vous plaît. Le bien appartient à celui des époux au nom duquel le bien a été acquis. Est-ce que je peux répéter? Je vais répéter. Ça veut dire qu'en fait, la propriété du bien ne dépend pas. L'attribution de la propriété du bien ne dépend pas de la participation financière élevée d'un conjoint. La propriété du bien dépend de celui de conjoint dont le nom figure sur les documents d'achat et les documents de propriété. Donc, c'est ce conjoint-là qui est le propriétaire des biens. Donc, lorsque vous achetez des biens ensemble, retenez que ce n'est pas parce que tu as une participation financière plus élevée que ça fait de toi le propriétaire du bien. Non. Et c'est à ce niveau-là que beaucoup de tantines, les tantines Bibalou, là, elles sont spécialistes dans ça. Les tantines Bibalou, les tantines au bon. C'est leur spécialité. Au bon Bibalou. C'est leur spécialité. Chérie, allons acheter comme ça. Dès que tu es seulement un peu distrait là, elle a déjà mis son nom sur les papiers. Et puis toi, tu vas dire que oui, on était en séparation des biens. Moi, je dis là, le bien m'appartient. Et puis quand on prend les papiers comme ça, il n'y a pas ton nom. Le bien ne t'appartient pas. Même si ta participation financière est élevée, incontestable, personne ne conteste. Mais sauf que sur les papiers, tu n'as pas été vigilant. On dit dans le mariage là, la confiance n'exclut pas la méfiance. Il faut être concentré. Surtout lorsque vous êtes dans la séparation des biens, il faut être concentré. Lorsque vous achetez un bien ensemble, il faut veiller à ce que vos deux noms figurent sur l'acte d'achat et sur les actes de propriété. Donc les époux Badinga, les époux Moussavou, les époux Bill Gates, les époux Obam, les époux Obiang, les époux Mungengi, les époux Mbeng. Il faut avoir, il faut avoir l'œil ouvert pour vérifier. Lorsque vous achetez un bien commun et que tu es cette personne qui donne le plus d'argent, qui a le plus de moyens financiers, ne pense pas que parce que tu donnes beaucoup d'argent, ça fait de toi l'unique propriétaire. Il faut te rassurer aussi que si tu as l'intention d'être le propriétaire de ce bien, il faut te rassurer que ton nom, si tu veux être l'unique propriétaire, rassure-toi, c'est que ton nom soit le seul qui soit inscrit sur les documents. Parce que si on met le nom de Tantine Bibalou là-bas, tu n'es pas le propriétaire du bien. Tantine Bibalou reste la propriétaire de ce bien. Donc, dans ces deux cas, qu'est-ce que vous devez retenir? Vous devez retenir que lorsque vous allez construire sur le terrain d'autrui, même si vous êtes marié, même si vous êtes légalement marié, séparation des biens. Lorsque l'un des conjoints va construire sur le terrain d'autrui, la maison qu'il va construire là est la propriété. Cette maison appartient au propriétaire du terrain, donc à l'autre conjoint. Donc, si tu n'es pas d'accord, il n'y a pas de souci. Tu saisis le juge, l'autre va te dédommager, va te verser une récompense. C'est tout.
Deuxième cas, lorsque vous achetez le bien ensemble, ce n'est pas parce que comment on dit ça, ta participation financière est élevée que ça fait de toi le propriétaire du bien. Non, nullement. La seule façon pour que tu sois le propriétaire de ces biens-là, c'est que tu veilles à ce que ton nom figure sur les actes d'achat et même les actes de propriété. Donc, si vous avez compris ces quelques nuances-là, ça veut dire que vous avez compris beaucoup de choses. Donc, la prochaine fois, nous allons parler de la communauté des biens. Comme c'est un régime très complexe, parce que contrairement à la séparation des biens, dans la communauté des biens, nous avons la masse commune et nous avons aussi le passif. Donc, c'est un régime. Et dans la masse, nous avons les biens qui rentrent dans la communauté. Et les biens, même si vous êtes marié, sous le régime de la communauté des biens, il y a des biens qui ne rentrent pas dans la communauté quand bien même ils ont été acquis pendant le mariage. Donc la prochaine fois, nous allons revenir sur ces explications pour vous aider à comprendre et surtout à éviter certaines erreurs. Sur ce, je vous souhaite une très bonne écoute de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de les laisser en commentaire. Merci à tous.